Allez, comme promis, place à notre débat. Je vous présente nos invités dans un instant avec ce thème. Emmanuel Macron qui dit stop, stop aujourd'hui aux caricatures et qui s'en prend vertement, notamment à Marine Le Pen. Le chef de l'État a affiché son unité avec le voisin allemand, c'était tout au long de cette journée, en signant le traité d'Aix-la-Chapelle qui fait beaucoup de bruit, un texte fustigé par l'extrême droite allemande, et en France, notamment par la France Insoumise ou encore par le Rassemblement National qui parle d'une perte de souveraineté. On en parle dans un instant avec Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. Bonsoir, merci d'être avec nous. Éléonore Bèze, bonsoir, vice-présidente du groupe Rassemblement National PACA, et Loïc Prudhomme, merci d'être avec nous. Vous êtes député de la France Insoumise de Gironde. Alors que contient ce célèbre traité, désormais j'ai envie de dire d'Aix-la-Chapelle? Élément de réponse tout de suite avec Valérie Aknine. Avec ses signatures, Emmanuel Macron et Angela Merkel affirment leur alliance. Ce nouveau traité renforce celui de 1963 signé par le général de Gaulle. Dans ce document d'une dizaine de pages, les objectifs déjà fixés par les deux pays sont retranscrits. D'abord la promotion du bilinguisme, simplifier la coopération entre les territoires transfrontaliers pour des projets communs et le soutien de la France à l'Allemagne pour l'obtention d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Parmi les avancées majeures, les deux chefs d'État vont instaurer des rencontres régulières et les ministres français et allemands se verront une fois par trimestre au Conseil des ministres du pays voisin. Autre nouveauté, la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande avec 50 députés de l'Assemblée nationale et 50 députés du Bundestag qui siégeront ensemble 2 fois par an pour voter des lois communes. Pas d'armée européenne cependant, comme l'avait sous-entendu Emmanuel Macron. Paris et Berlin se contentent de placer la défense européenne sous le contrôle de l'OTAN. Et le ton est très clairement monté entre le chef de l'État et notamment Marine Le Pen. Écoutez. Surtout, ce qui m'inquiète, c'est que personne n'en parle, qu'il n'y a pas de débat, que l'Assemblée nationale n'en est pas saisie. On en parle ici. Non, mais d'accord. Oui. Enfin, on en parle ici quelques jours avant, et en réalité, le président de la République fait ses petits coups en douce, comme d'habitude. Ceux qui caricaturent ou répandent le mensonge font mal à notre histoire et à nos peuples. Alors, que répondez-vous à Emmanuel Macron aujourd'hui? Bien, écoutez, je crois qu'aujourd'hui... ça reste clairement à vous, on est d'accord? Bien sûr, mais traiter tout opposant, toute opposition... en balayant tout ça d'un revers de main en disant fake news, où est la démocratie? Si on ne peut plus contester un traité, un texte important, puisqu'il est signé entre la France et l'Allemagne et qu'il engage, quand on le lit, clairement la souveraineté et des points très importants. Quand on le lit clairement, on ne se dit pas que le Rassemblement national est peut-être allé un petit peu loin dans son interprétation, j'entends? Pas du tout. Pas du tout, parce que le texte, notamment dans certains articles, comme l'article 5, a le mérite d'être clair. Je vous le lis, je ne vais pas... Comme ça, il n'y aura pas du tout de fake news. Les deux États étendent la coopération entre leur ministère des Affaires étrangères, y compris leurs missions diplomatiques et consulaires. Ils procéderont à des échanges de personnel de haut rang et établiront des échanges au sein de leur représentation permanente auprès des Nations Unies, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité. Oui. Ce qui veut dire qu'on va échanger au Conseil de sécurité, où nous avons un siège permanent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la voix de la France est prépondérante. Un siège permanent et en plus un droit de veto. Nous sommes une des seules 5 grandes puissances mondiales à l'avoir, puisque nous avons aussi la puissance nucléaire. Eh bien, nous allons partager, finalement, parce que c'est ça qui est quand même assez clairement dit, ou au final partager ce siège au Conseil de sécurité avec l'Allemagne, qui a dans cette affaire plus à y gagner que nous. Je crois que c'est un véritable abandon, c'est un... Vous n'avez pas un peu grossi le trait en parlant de ce siège de sécurité de Bien oui, c'est ce qui est écrit, je vous rappelle, je relis. Ils établiront des échanges, en particulier entre leurs équipes du Conseil de sécurité. Donc à terme, et pour ça, au final, qu'est-ce que ça veut dire? Au final, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'échanger des personnels politiques et diplomatiques au siège du Conseil de sécurité. Eh bien, c'est un petit peu comme si vous donniez les clés de la Maison France à votre voisin. Et donc, dans ces cas-là, évidemment, oui, il y a un abandon de la souveraineté. Vous donnez carrément les clés à votre voisin, au voisin? Oui, bien sûr, tout à fait. Alors tout d'abord, je vous remercie de la présentation qui a été faite par votre journaliste, parce que c'est une bonne présentation de ce traité. Il n'y a aucune volonté de céder quoi que ce soit, mais comme les mots l'indiquent, comme vous les avez lus d'ailleurs c'est incroyable que nous n'en faisions pas la même interprétation. Il s'agit d'une coopération, donc une coopération, cela signifie d'avancer ensemble, d'avoir des objectifs communs, et sur cet article plus particulièrement, c'est une volonté aussi d'une coopération en matière de défense, de sécurité, etc. Dans les articles qui viennent postérieurement, on dit bien
qu'en effet, il y aura des échanges de fonctionnaires qui pourront être faits. Mais à aucun moment, il suffit de lire toutes les autres dispositions, il n'est possible, déjà ce n'est pas possible par les textes, d'échanger les sièges au Conseil de sécurité. C'est pas bien possible. C'est pas d'accord avec ça? juridiquement impossible. Alors non, mais ça, c'est pas je lis, vous venez de prononcer le mot échange, vous devez être... Non, mais on peut rentrer tout de suite dans ce débat-là. Moi, je ne partage pas effectivement des outrances du Rassemblement national comme on en a l'habitude. Je voudrais quand même aussi qu'on reparle avant tout ça du cadre général de cet accord franco-allemand qui se fait entre la première et la deuxième puissance du continent, puissance économique. Et moi, j'aimerais aussi savoir ce que pense le président Macron, qui nous sert des phrases à longueur de semaine sur l'Europe, relancer l'Europe. Que vont penser les 26 campagne, le président. Oui, alors, mais que vont penser les 26 autres États membres européens de cette particularité d'échange vraiment resserré entre les deux premières puissances économiques? Ça veut dire qu'il y aura quoi, 2 puissances et puis après 26 autres pays européens de seconde zone avec lesquels les échanges ne seront pas les mêmes. Donc ça, c'est le cadre déjà, c'est assez étonnant pour quelqu'un qui prétend relancer... C'est pas un secret que l'Allemagne et la France sont les locomotives de l'Europe. Non, mais on veut faire quoi? On veut relancer une Europe qui soit réellement démocratique, où tout le monde a son mot à dire, ou on veut avoir juste un binôme franco-allemand? Et après, sur les convergences, ça, ce qui est inquiétant, c'est véritablement les convergences économiques, parce que là, on va vers du moins 10 ans. C'est des convergences vers quoi? Vers les jobs à 1 euro, vers les lois Hartz, qui sont les moins 10 ans sociaux et environnementaux. Enfin, comporter leurs flux en Allemagne. Pardon? Et comporter leurs flux en Allemagne. Ah oui, on voit effectivement avec des millions de travailleurs pauvres. Je parle pour les chiffres effectivement, en termes de productivité, en termes de croissance. Après, si on regarde plus près, c'est qu'on regarde la précarité. Mais alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? L'économie, c'est quoi? C'est produire tout et n'importe quoi et rendre tous les gens malheureux et pauvres? Ou c'est une société qui se développe avec harmonie, où on a aussi un respect des travailleurs, de l'environnement? Donc ça, c'est un vrai choix de société. Et moi, je pense que là, le président Macron est dans une voie de merkelisation avancée et qui va vers ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on va produire tout n'importe quoi avec des normes sociales sans cesse au rabais, finalement pour aucun bien-être, pour aucun bonheur supplémentaire pour les peuples européens. Et nous, c'est à la France Insoumise, c'est bien cela qu'on plaide par notre programme et nos convergences dans maintenant le peuple avec les autres pays européens. C'est vivre mieux avec le respect de l'environnement. C'est ça, un vrai projet européen qui soit la même ligne que le Front National, le Rassemblement National. Et Marine Le Pen a entendu parler de trahison. Emmanuel Macron qui trahit les Français. C'est le cas? Pas du tout, pas du tout. Moi, je vous ai dit que j'étais absolument opposé à cette analyse qui, pour moi, est une outrance absolue. Par contre, c'est vrai, moi, ce qui m'inquiète, je vous dis, c'est convergence vers le moins 10 ans social. Et ça a été clairement annoncé. Et ça pose problème. Quant à l'Europe de la défense, ça, c'est encore une espèce de fantasme qui nous est agité. Il faudrait déjà que le président Macron nous dise, mais il veut se défendre contre qui? À qui il a l'intention de faire la guerre? À qui l'Europe a l'intention de faire la guerre? Pourquoi ils veulent une défense européenne? Je vous rappelle quand même que... Vous êtes contre une défense européenne, contre une défense avec des soldats français, des soldats à qui voulez-vous faire la guerre? C'est la question à laquelle il faut... Du contexte, non? Vous n'êtes pas inquiet? Non. D'accord. Mais c'est quand on prépare, quand on tient des mots comme ça, de va en guerre, on prépare une défense européenne, mais pour faire la guerre à qui? Nous, on est des artisans de la paix partout, et y compris en Europe, et surtout en Europe. On a la 5e armée, et pourtant, ça fait un petit moment qu'on a la 5e armée, et pourtant, j'ai pas l'impression qu'on a l'impression chaque année qu'on va partir en guerre, et pourtant, chaque année, on rajoute du budget, chaque année, on maintient l'armée à flot. Est-ce que vous pensez qu'on est aujourd'hui menacé? Notre pays est autonome sur sa défense, et moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Au moins, le Parlement a le contrôle et encore, c'est un petit peu parfois compliqué d'avoir les chiffres avec ce gouvernement, mais on a le contrôle sur notre armée. Valérie Gomez-Passac. Je vous remercie de me redonner la parole. Alors, en ce qui concerne l'économie, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une convergence déjà qui bénéficiera aux transfrontaliers. Il ne faut pas toujours penser que ça ira vers le bas. Ça peut être une harmonisation vers le haut et justement faciliter la mobilité, faciliter les échanges en matière de travail. Il y a cette... Attendez, je sur le territoire national. Je ne vous ai pas coupé, monsieur. Non, mais donc, il y a déjà cette disposition-là qui est très clair aussi dans le texte. Ensuite, il n'y a pas l'Europe d'un côté des riches, de l'autre des pauvres. Il peut y avoir une coopération interne à l'Europe, mais il n'empêche qu'après, ça va profiter à toute l'Europe. On a une envie de faire une Europe vers le haut, pas une Europe vers le bas, une Europe porteuse d'espoir et une Europe qui parle dans le quotidien des Français. Et juste un point sur la défense, il y a déjà des échanges entre les armées françaises et allemandes. Juste une chose,
l'armée, c'est pas forcément pour faire la guerre, c'est aussi pour protéger. On est dans des moments où on a connu des actes de terrorisme graves, que ce soit au niveau des forces de l'ordre ou que ce soit au niveau de l'armée. Je crois que ça, on peut le respecter, être au moins d'accord là-dessus. Quand on a érodé à ce point les budgets de l'armée et de la défense, c'est quand même très amusant de vous entendre dire ça. Il est évident qu'aujourd'hui, ce traité est signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel, qui sont tous les deux très isolés sur la scène européenne, puisque la volonté des peuples aujourd'hui en Europe est d'être souverain. Et ce traité est un petit peu le radeau de la méduse, en tout cas de ce tandem Macron-Merkel. Et effectivement, si d'abord ce traité n'était pas si contraignant et si engageant, eh bien, pourquoi alors dans ce cas-là est-il signé ? Aujourd'hui, il s'agit véritablement, tout à l'heure vous parliez d'échanges. Il est contraignant sur quel plan, d'après vous ? Sur le plan politique, sur le plan juridique, sur les contraignants, parce que vous savez, regardez l'article 8 prévoit que l'obtention, je cite, l'obtention par l'Allemagne d'un siège permanent, alors que l'Allemagne n'est pas une puissance nucléaire, au Conseil de sécurité de l'ONU est une priorité de la diplomatie franco-allemande. Qu'est-ce qu'on fait de la voix de la France ? Est-ce qu'on réduit la France à être un pays de seconde zone, de seconde voie, alors que nous l'avons ? Et là, je pense que c'est très important de souligner, cette voix au Conseil de sécurité, encore une fois, on l'a gagnée parce que nous sommes des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Il ne faudrait pas trahir l'histoire. Pour avoir la gouvernance, non ? Du Conseil de sécurité ? Non, mais je veux dire, aujourd'hui, il s'agit des pays vainqueurs. Mais justement, ça c'est la bonne question. Il y a des un autre débat peut-être, mais je ne sais pas. C'est la bonne question. Pourquoi l'Allemagne ? Pourquoi pas l'Inde ? Pourquoi pas un pays d'Amérique du Sud et d'Afrique ? Mais là, je rejoins effectivement monsieur. Il y a des critères précis pour entrer au Conseil de sécurité de l'ONU. Et en plus, pour avoir ce droit de veto sur ces cinq pays dont la France fait partie. Et je crois, en fait, encore une fois, comme pour le pacte de Marrakech, le traité d'Aix-la-Chapelle est une fois de plus. Oui, mais c'est vrai. Oui, il faut en parler. Parce que si au fond, ça déchaîne. C'est la même outrance. Je voyais venir parce que quand j'ai vu aujourd'hui l'Élysée, excusez-moi de vous couper, sortir ce communiqué, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette déclaration, je vous l'ai fait écouter tout à l'heure d'Emmanuel Macron, et ce communiqué de l'Élysée, regardez, qui dit tout de même. Non, l'Alsace et la Lorraine ne seront pas placés sous la tutelle de l'Allemagne. Non, les Alsaciens ne vont pas être obligés d'apprendre et de parler allemand. C'est juste un eurodistrict. Mais ça existe. Mais quelque part, ça existe déjà. Le mot d'eurodistrict n'existe pas. Il est inscrit par ce traité d'Aix-la-Chapelle. Je veux dire, aujourd'hui. Vous pensez que là-bas, ils sont choqués, les gens, en Alsace et en Lorraine ? Mais non, c'est pas la question d'être choqué. Déjà, il y a une chose. Si je peux juste dire un mot sur les traités avec ces départements frontaliers et transfrontaliers, où il faudrait aligner les normes des Landers frontaliers avec les départements français. Et après, moi, ça me pose une question. Quelle est l'équité des Français sur le territoire ? Que sera le statut des départements frontaliers, des départements transfrontaliers français ? C'est-à-dire qu'il va y avoir des Français aussi qui n'auront pas la même égalité face à la loi, puisque la loi sera différente si vous êtes sur un département transfrontalier. Ça le sens de faciliter les rapports justement entre les transfrontaliers, non ? Quel va être le statut juridique ? D'autant plus que... On va faciliter la vie là-bas, non ? Elle n'est pas accusée à descendre dans un train français pour prendre après un train allemand. Enfin, il y a quand même pas mal de choses à faire évoluer. Non, écoutez, ça se passe très bien aujourd'hui. Les gens qui travaillent au niveau transfrontalier. Je suis pas sûr. Non, pas forcément. On n'a pas besoin de normes ABC pour s'aligner sur les Landers allemands. Ça, c'est une chose qui est évidente. Et on a besoin que sur le territoire national, le droit des travailleurs, notamment, soit le même partout. Que vous soyez dans un département transfrontalier ou un département autre qui soit pas frontalier avec l'Allemagne. Valérie Gomez-Bassac. Alors, tout d'abord, ce n'est qu'un traité. Alors, c'est important, c'est un traité. Et un traité... Il faut le rappeler parce que ça fait beaucoup de bruit. Oui, mais un traité, justement, donne des orientations, des objectifs, des directives. Ensuite, il y a des lois qui sont adoptées, il y a des textes qui sont adoptés pour mettre en application. Enfin, ça, je pense que vous le savez. Et ce que vous disiez tout à l'heure, le fait que ça fonctionne bien maintenant, attention, pas sur tous les domaines. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des droits un peu dérogatoires en Alsace, il faut quand même le savoir, qui n'ont pas forcément le droit national, notamment en matière de succession, etc. Et ça permet aussi d'harmoniser cela, parce qu'on a aussi déjà cette différence qui existe déjà. Sortons du concordat déjà. Si ça n'est qu'un traité, pourquoi le signer en grande pompe ? Et pourquoi faire un tweet à la limite de l'hystérie ? Moi, je pense que c'est parce qu'il est en campagne. Mais... Donc voilà. Pourquoi faire un tweet à la limite de l'hystérie envers ses opposants politiques ? Monsieur Macron est habitué à faire les questions et les réponses dans un tweet, là, comme ça, alors pourquoi ne pas en discuter avec les Français ? Moi, je pose la question, pourquoi ne pas débattre du traité d'Aix-la-Chapelle sereinement avec les Français ? D'autre part, il y a des constitutionnalistes qui s'interrogent sur la
la valeur constitutionnelle. Il n'y en a pas tant que ça, hein. Non, mais il y en a un, oui, mais qui s'interroge de manière... Oui, mais c'est très important. Oui, c'est sur le même, qui prend sur les mêmes positions, souverainiste. Si vous voulez, ce n'est pas quand même quelqu'un... Mais il y en a un. Oui, mais ce n'est pas quelqu'un dont on peut douter du sérieux. C'est quelqu'un d'extrêmement sérieux, c'est un professeur d'université de Panthéon-Assas, c'est quand même pas n'importe qui, qui soulève des arguments... Qui soulève des arguments... On peut le citer, Olivier Gohin, pas de souci. Voilà, mais qui soulèvent des arguments qui démontrent que ce traité d'Aix-la-Chapelle a plusieurs points qui ne sont pas dans la Constitution, qui ne vont pas pour la Constitution de la France. Il n'en est pas son coup d'essai. Non, mais il y en a tant d'autres qui disent le contraire, madame. Que, non, mais voilà. Puis moi, je suis entourée de constitutionnalistes en tant que professeur de droit, enfin de maître de conférence. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, alors dans ce cas-là, soumettons le traité d'Aix-la-Chapelle au l'aval du Conseil constitutionnel avant sa ratification. Voilà, tout simplement. Faut le faire ou pas le faire alors? Tout simplement. Qu'elle demandait aujourd'hui ni plus ni moins Marine Le Pen. Qu'elle le fasse. C'est très simple. Ce qui m'étonne, c'est que c'est un traité dont on a déjà parlé. Alors c'est vrai que le contenu n'a peut-être pas été... Tout à fait, et on en avait même déjà parlé sous la précédente présidence, en 2012. Donc c'est pas sorti comme ça, en catimini, rapidement. Alors pourquoi à ce moment, il y a eu quand même les difficultés que nous connaissons en Allemagne. Donc c'est vrai que ça a été un peu reculé au niveau du temps. On peut l'entendre, on peut le comprendre. Mais remettre en cause les points juridiques, ça je pense que ça va être quand même difficile. Donc c'est pas à moi de dire est-ce que ça doit être soumis ou pas au Conseil constitutionnel. Ce que je sais, c'est que moi je suis entourée de constitutionnalistes et a priori, il n'y a aucun débat. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Ça, c'est un autre point que je respecte des deux côtés. Mais en tout cas, juridiquement, ça tient la route. Allez, vous restez avec moi, bien entendu, tous les trois. On continue à parler, à débattre. Deuxième partie, dans un instant, on va parler de cette lettre adressée par Éric Drouet au président de la République. Alors, est-ce que Emmanuel Macron doit rencontrer Éric Drouet? Et plus largement, le président doit-il rencontrer les Gilets jaunes s'il n'a toujours pas fait en plein grand débat national? On en parle dans un instant. À tout de suite. De notre débat, bien sûr, dans ce grand JT. Vous découvrez ces images. C'était aujourd'hui à Aix-la-Chapelle, en Allemagne. Emmanuel Macron hué outre-Rhin par des gilets jaunes entre ouverture et menaces. Éric Drouet a adressé une missive au président, une lettre, et il souhaite absolument le rencontrer. Alors, est-ce que Emmanuel Macron doit rencontrer Éric Drouet, l'un des leaders des Gilets jaunes, assez controversé, il faut le dire. Il est vrai, écoutez, le sentiment de Marlène Schiappa était l'invité il y a quelques minutes de Laurence Ferrari dans Punchline. Je suis assez interpellée parce qu'il me semble que Éric Drouet faisait partie des Gilets jaunes qui ont été invités à Matignon par le Premier ministre et qui ne s'y sont pas rendus. Moi, je trouve que la démocratie, c'est aussi le respect des institutions et c'est aussi quand on a la chance d'être convié à avoir un échange direct avec le Premier ministre, s'y rendre. Et ce n'est pas un self-service, ce n'est pas au gré, à la guise de chacun. Moi, je veux voir le président, non, moi plutôt le Premier ministre, non, moi demain, non, moi dans une semaine. Je trouve que là, on a quand même une manière de dégrader un petit peu le débat public là. Et le débat, c'est avec Loïc Prudhomme, député de la France Insoumise de Gironde, avec Éléonore Besse, vice-présidente du groupe Rassemblement National PACA, et avec Valérie Gomez-Bassac, députée du Var et porte-parole de La République En Marche à l'Assemblée nationale. C'est une main tendue ou c'est une menace de la part d'Éric Drouet? Alors quand on lit la lettre, ça ressemble plutôt à une menace. C'est en tout cas l'effet que ça me fait, moi, en tant que citoyenne. Si je reçois un courrier comme cela, j'avoue que ça ne m'invite pas à rencontrer la personne. À la fin, ça débute bien et à la fin, ça oui, se calme. Oui, tout à fait. On sent quand même un ton menaçant. Maintenant, sur sa demande, bon, c'est pas à moi de dire est-ce que le président de la République doit le recevoir ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un petit feeling à propos de ça. Alors, j'ai un feeling qui est que il serait nécessaire que le président de la République rencontre les citoyens, mais pas forcément les gilets jaunes. Il faut arrêter de mettre les gens dans des catégories comme celle-là, parce que ça crée encore plus de clivage, ça ne fait que attiser la haine. Oui, justement, c'est ce que je dis. Les gilets jaunes sont des Français. Donc, les citoyens avec les gilets jaunes. J'exclus personne. Mais ce type de demande faite de cette façon-là, en tout cas au niveau de la forme, c'est vrai que c'est quand même dérangeant. Alors, ben, c'est dérangeant ou pas? C'est une main tendue, ce sont des menaces? Au-delà de la forme, déjà, je voudrais répondre à Mme Schiappa que la moindre des choses pour un président de la République, ce serait de ne pas insulter les Français, de les écouter. La moindre des choses... Avec le grand débat national depuis 10 jours à présent, non? Non, il n'écoute pas les Français, il va faire sa campagne électorale
il va faire des discours de 6-7 heures. Maintenant, il va faire des déjeuners. Mais il ne rencontre pas les Français. Oui, c'est raccourci. Et également, le public est encore plus raccourci. Donc, non seulement il ne rencontre pas les Français, mais il ne rencontre pas l'ensemble des élus. Il y aura l'opposition. Il y aura Laurent Wauquiez, oui, il y a Laurent Wauquiez. Mais dans le Gard, il n'y avait pas... D'ailleurs, on ne sait pas sur quels critères ils sont choisis. Et dans le Gard, il n'y avait pas, pour le Gard, le maire de la 4e ville du Gard, Julien Sanchez, maire du Rassemblement national, qui n'a pas été invité au débat dans le Lot à Souillac. Donc, manifestement, M. Macron fait sa campagne électorale avec des invités choisis. Et puis, il y a ce grotesque show télévisé de Mme Schiappa avec M. Hanouna. Je crois que pour Mme Schiappa, qui défend les femmes, ce n'est pas porter la voix des femmes qui sont sur les ronds-points, parce qu'il y a de très nombreuses femmes, de très nombreuses mères de famille qui sont sur les ronds-points depuis 2 mois, qui sont dans la rue depuis 2 mois pour demander enfin à être entendues, ce qui n'est pas le cas. Apparemment, Mme Schiappa s'en soucie pas et préfère aller avec un feutre Velleda sur les plateaux de M. Hanouna, dont elle a d'ailleurs... je voudrais quand même souligner ça, c'est assez croustillant, dit que M. Hanouna avait su entendre plus tôt qu'elle les revendications des Gilets jaunes. Quel aveu. Loïc Prud'homme. Alors, pas sur Cyril Hanouna, s'il vous plaît, ni sur Marlène Schiappa, mais encore une fois sur cette lettre, cette missive d'Éric Drouet adressée très clairement au président. Mais menace ou main tendue. Quelle stratégie pour le président de la République pour revenir rapidement sur les propos de Mme Schiappa, je pense qu'il ne faut pas personnaliser. Non, c'est juste pour dire ne pas personnaliser. Ce que la missive d'Éric Drouet, c'est une alerte qu'il lance en lance les Gilets jaunes maintenant toutes les semaines. Et ce qu'il dit, c'est en fait ce que l'on dit aussi, que l'on relaie depuis 10 semaines, c'est qu'il faut une réponse politique à ces revendications légitimes et qu'il n'y en a pas aujourd'hui. On est dans la 11e semaine de mobilisation. Les Gilets jaunes n'ont pas de réponse à leurs besoins de partage des richesses, de justice fiscale. Mais pas seulement les Gilets jaunes. Les stylos rouges n'ont pas de réponse à leurs demandes sur leurs besoins de moyens et de revalorisation de leur métier. Et pour eux, et surtout pour les enfants qui sont scolarisés, les parents d'élèves réclament la même chose. Les blouses blanches n'ont pas de réponse à leurs revendications pour pouvoir soigner correctement les gens, avoir les moyens à la hauteur des enjeux de santé dans ce pays. Les robes noires n'ont pas non plus de réponse à leurs questions. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement aux Gilets jaunes, c'est tout l'arc-en-ciel des contestations sociales auxquelles le président Macron ne répond pas. Il ne répond pas à cette légitime détresse qu'exprime l'alerte de Drouet. Alors, je l'entends et justement... La troisième étape, c'est ce jeudi. Alors, c'est entendu, la preuve... Mais il ne rencontre pas les Gilets jaunes. Alors, c'est entendu, puisque la preuve en est, c'est la mise en place de ce grand débat. Maintenant, on ne va pas commencer à prendre des mesures avant la fin du grand débat, sinon on va nous dire que le grand débat ne sert à rien. Donc, attendons la fin du grand débat et tirons les conséquences. C'est-à-dire que s'il faut prendre des dispositions pour mettre en œuvre certaines choses, il faut le faire. Mais enfin, ce que je trouve quand même assez ironique, c'est de reprocher à Marlène Schiappa de participer à cette émission. Alors, il faudrait savoir, est-ce qu'on s'adresse à tout le monde ou est-ce qu'on s'adresse qu'à une certaine catégorie? Vous reprochez au président de la République de ne pas aller voir une catégorie de citoyens et maintenant vous reprochez à Marlène Schiappa d'aller dans ce style d'émission. C'est pas d'aller dans ce style d'émission, je crois que c'est de co-animer l'émission et ne pas être dans l'émission. Le débat. D'accord, puisque les semaines passées, Mounir Majoubi a fait cette émission, elle était jusqu'à 2h30 du matin, donc ça posait pas de problème. Mais là, on est monté dans le C'est une forme de participation à un débat. Il faut pas le formater. Ce débat, il doit se faire avec tout le monde. Et n'oublions pas, c'est pas aux élus de faire le débat. Si on peut évidemment inciter, on peut participer, mais il faut vraiment que les citoyens s'en emparent et entre eux débattent. C'est là l'intérêt. Oui, il y a quelque chose que les Gilets jaunes revendiquent depuis le début du mouvement. C'est le référendum d'initiative citoyenne. Le RIC. Et c'est quelque chose qu'au Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nous avons toujours défendu depuis des années, le référendum d'initiative populaire ou un référendum d'initiative citoyenne avec 500 000 signatures. Ça, effectivement, est la proportionnelle. Parce que la crise profonde des Gilets jaunes, la véritable réponse aujourd'hui, c'est d'une Assemblée nationale qui n'est pas représentative, qui ne représente plus les Français. Or, aujourd'hui, il y a une véritable manière de sortir de cette crise, c'est d'instaurer la proportionnelle, et la proportionnelle intégrale, d'instaurer un référendum d'initiative populaire et ensuite de dissoudre l'Assemblée nationale et de reconvoquer, de réélire une Assemblée nationale, un Parlement qui soit enfin représentatif de l'ensemble des Français. Est-ce que c'est délicat pour la France insoumise et pour le Rassemblement national aujourd'hui de défendre en gros les valeurs des Gilets jaunes? Car on a vu, il y a eu ce sondage qui, s'il y avait une liste aux européennes, il glanerait 7,5% des voix et ça prendrait
dans vos deux partis, c'est compliqué? Ou mouvement, pardon. C'est compliqué ou pas ça à gérer? Alors, nous, c'est très simple. Ma réponse, elle est très simple. Nous, on n'est pas là pour agréger des résultats électoraux. Vous le savez, depuis des années, notre programme, c'est la révolution citoyenne, non violente par les urnes. Donc, on ne peut pas ne pas être réjoui et enthousiaste face à ce que nous, on a qualifié, qu'on regarde d'une manière ample et avec un peu de hauteur, comme la révolution citoyenne que l'on appelle de nos voeux. C'est-à-dire que les gens s'emparent réellement maintenant de leurs questions, de leurs problématiques et discutent politique sur les ronds-points politiques au sens large. C'est quel modèle de société on veut pour demain. Et donc, voilà, on n'est pas des épiciers des voix populaires. Effectivement, on est content que ces voix-là s'élèvent, que des citoyens se bougent. On est aussi content que parmi les revendications, ils reprennent beaucoup de ce que nous, on a mis sur la place dans le débat, notamment le partage des richesses et la justice fiscale, les 14 tranches d'impôts et référendum révocatoire aussi, on peut en parler. Et donc ça, on pense que du coup, on a permis d'alimenter cette prise d'ampleur de ce mouvement citoyen. Et donc non, on n'est pas inquiet. Nous, on est plutôt, on regarde avec bienveillance et on soutient pour l'instant. Je voudrais rappeler que le Rassemblement national a, si vous voulez, des propositions qui correspondent pour une très très grande partie aux revendications des Gilets jaunes. Pourquoi? Parce que nous avons toujours été aux côtés des Français et du peuple français. Et aujourd'hui, il y a des revendications des Français, des sujets aussi de société dont les Français voudraient débattre et qui sont manifestement tabous, puisque dans ce grand débat national, les sujets sont extrêmement formatés. Aujourd'hui, c'est vraiment une forme d'enfermement d'Emmanuel Macron qui reste... Tous les sujets sont abordés. Non, tous les sujets ne sont pas abordés. Non, tous les sujets ne sont pas abordés. Le partage des richesses n'est pas abordé. Une très grande... L'ISF non plus. Moi, j'ai l'impression que le président de la République se fait quand même alpaguer par une horde de maires à chaque fois. Et que alors, mais par exemple, je peux me permettre, moi j'ai organisé un débat sur ma circonscription et très bien. Et donc j'avais une cinquantaine de personnes. C'était à la Roquebrussanne, petite commune rurale, où il y avait quelques gilets jaunes. Ça s'est correctement passé. En revanche, c'est eux qui ont fixé les thèmes. Ce n'est pas moi. C'est eux qui ont fixé les thèmes, donc l'ISF est passé et c'est retranscrit sur le site, c'est public. Mais non, ça commence. Mais non, parce qu'on est à l'écoute. Si tous les citoyens étaient à votre écoute, vous ne seriez pas là où vous êtes, vous auriez été élu. Non, mais pardon pour l'écoute. Enfin, permettez-moi d'avoir quand même un petit peu très rapidement un petit doute sur l'écoute, parce que ça fait quand même 11 semaines que les Gilets jaunes répètent la même chose et que vous n'y répondez pas. Le gouvernement n'y répond pas, à part par des tirs de flashball, il n'y a pas de réponse. Donc c'est pas comme ça qu'on peut avoir un débat. Il y a une question qui peut se poser, c'est qui va collecter qui et comment va-t-on collecter les réponses du grand débat national? Comment? Moi, je suis curieuse de savoir combien d'argent vont être mobilisés, qui va être mobilisé, au fond, pour répondre à des questions qui, d'ailleurs, quand on va sur le site, sont déjà prédéfinies, avec des réponses qui sont déjà... Tout est préformaté. Il y a des grands sujets comme celui de l'immigration qui n'est absolument pas abordé. Ça fera l'objet d'un autre débat, même si l'immigration, on le rappelle, est dans l'onglet, si je puis dire. Très peu, c'est un sous-dossier. C'est un sous-chemise. Si on parle un petit peu plus ce jeudi, merci à tous les trois. Merci beaucoup. Le temps file et Sonia Mabrouk arrive dans un instant. Vous ne bougez surtout pas, les voix d'info arrivent dans 2 petites minutes. On bouge pas, on reste.